Les marines mexicains attaquent une planque, mais les hommes armés les attendent. Des tirs éclatent, les balles sifflent. Les sicaires sont morts avant d'atteindre le sol. Sous eux, à travers un tunnel secret, un homme s'enfuit, ses bottes éclaboussant l'eau froide des égouts. Son règne comme baron de la drogue le plus redouté du monde s'achève. Dans cet épisode de The Infographic Show, nous montrons comment El Chapo a été capturé le 2 octobre 2015. Moins de 3 mois après qu'El Chapo ait choqué le monde en s'évadant une deuxième fois d'une prison de haute sécurité. Le Mexique était humilié, les agences américaines étaient furieuses, et El Chapo, lui, avait disparu. C'est-à-dire, jusqu'à ce que 2 acteurs hollywoodiens fournissent au service de renseignement une nouvelle piste. L'ego de Guzman, gonflé par le pouvoir et la légende, atteignait son sommet. Il pensait que son histoire méritait le cinéma. De fils de pauvre agriculteur à chef du cartel de Sinaloa, son ascension fut marquée par la violence. Il se vantait auprès de ses avocats et proche d'engager les plus grands réalisateurs et stars pour faire vivre sa légende, devenue son obsession. Kate Del Castillo, la star mexicaine de telenovelas qui a percé à Hollywood. Son apparence séduirait un homme à femme comme Guzman, mais ce sont surtout ses rôles liés au monde de la drogue qui ont attiré son attention. Guzman lui faisait confiance et voulait la voir. Del Castillo seul pouvait raconter son histoire. Après des mois de messages cryptés, ils ont communiqué via leurs avocats. Guzman a invité Del Castillo et l'acteur Sean Penn, qui s'intéressait aussi à la vie du baron de la drogue, dans sa cachette en montagne, en plein territoire de cartel. Les acteurs et El Chapo ont tenté de se cacher, mais selon des critères avisés, leurs efforts restaient amateurs. Les agents fédéraux américains étaient surpris que l'homme le plus recherché prenne un tel risque pour rencontrer 2 stars d'Hollywood. La Drug Enforcement Administration et les agences de renseignement ont intercepté leur communication pour localiser El Chapo grâce aux acteurs. Le 6 octobre, 4 jours après la rencontre, une équipe d'élite de la marine mexicaine, formée par la CIA et l'armée américaine, a attaqué le ranch d'El Chapo dans la Sierra Madre lors d'une opération terrestre et aérienne coordonnée. En quelques secondes, cela semblait un piège parfait. Le complexe a été envahi de tirs et d'ordres, mais dans la confusion, El Chapo s'est échappé par un ravin couvert de végétation, disparaissant avant qu'il ne le rattrape. Un hélicoptère militaire l'a poursuivi dans la jungle, suivi de près par 2 femmes et une jeune fille. Dans un élan de désespoir, le baron de la drogue a pris l'enfant comme bouclier humain pour traverser la végétation. Redoutant des dégâts, les commandos ont stoppé la chasse. Guzman s'était encore échappé, mais cette fois de justesse. Il savait qu'il devait être plus malin, plus prudent. Les agences américaines s'infiltraient toujours plus dans son réseau, cartographiant l'organisation du cartel, les itinéraires et surveillant les petits joueurs pour piéger les plus gros. Même ses soldats les plus loyaux étaient surveillés. Téléphone sur écoute, messages piratés, chaque échange transmis à ses poursuivants. El Chapo avait passé des décennies à construire un réseau de clients, d'intermédiaires et de politiciens à soudoyer ou briser. Son influence s'étendait partout. Les pots de vin ouvraient des portes, les menaces les gardaient ouvertes. Tout refus entraînait des conséquences pour la personne et sa famille. Les cartels rivaux étaient éliminés un par un, renforçant encore son contrôle sur le trafic de drogue mexicain. Les foules le traitaient comme une légende, des chansons étaient écrites à son sujet. Sa jeunesse pauvre, ses évasions audacieuses et sa volonté d'être proche du peuple en ont fait un Robin des Bois. Et c'était un rôle que Guzman adorait jouer. Mais maintenant, ce système s'effondrait. Son évasion du pénitencier fédéral de haute sécurité d'Altiplano avait humilié le gouvernement mexicain. Et maintenant, il subissait une pression immense pour l'enfermer définitivement. La chasse à l'homme s'est intensifiée, tandis que des syndicats rivaux grignotent peu à peu le territoire de Sinaloa. Il n'y avait plus de zone sûre, les ennemis d'El Chapo resserraient l'étau. Début décembre 2015, Los Mochis, ville côtière, était à 3 heures au nord de Culiacán, capitale du Sinaloa et bastion d'El Chapo. On ne pensait pas qu'il se cacherait là, en plein territoire du cartel Beltrán Leiva, plus au sud. Il avait de la protection, mais ici, il était vulnérable et en infériorité numérique. Pendant près d'1 an, les habitants de Las Palmas voyaient des ouvriers travailler autour d'une maison à 2 étages. L'endroit avait été acheté par un acheteur inconnu et laissé vide. Des oliviers avaient été plantés sur le trottoir pour dissimuler la façade. Des caméras à chaque coin, des murs surélevés, des portails métalliques verrouillés et des rideaux occultants isolèrent la maison. Ce n'était plus une maison, c'était une forteresse. Pendant ce temps, les agents fédéraux américains et les Marines mexicains ont obtenu 2 informations cruciales. Des messages interceptés du cartel de Sinaloa ont révélé une visite imminente à Los Mochis de la grand-mère et de la tante. Des noms de code utilisés par El Chapo lui-même et son fidèle lieutenant
Urso Ivan Gastelum Cruz, mieux connu sous le nom de Cholo Ivan. Les Américains et leurs homologues mexicains ont commencé à cibler des cachettes potentielles partout à Los Mochis. La maison rénovée à Las Palmas a attiré l'attention et ils ont rapidement mis le quartier sous surveillance. Outre la menace du cartel rival, Los Mochis a suscité l'étonnement pour une autre raison. Le manoir de la mère du gouverneur de Sinaloa, à 2 pâtés de maison, était entouré de policiers, points de contrôle et équipes de sécurité. Ce quartier était constamment surveillé, un lieu qu'El Chapo évitait habituellement. Les enquêteurs ont découvert plus tard que Gastelum avait conseillé à son patron de ne pas y aller, un avertissement pleinement justifié. Début janvier 2016, les agences fédérales américaines avaient travaillé des mois avec la marine mexicaine, attendant le moment idéal pour agir contre Guzman. Leur attention s'est concentrée sur la maison à Los Mochis, guettant le moindre signe qui confirmerait sa présence à l'intérieur et donnerait le feu vert pour une opération. Des voisins ont signalé avoir vu des hommes porter des armes de gros calibre, de qualité militaire, près de la maison, ce qui est inhabituel dans des quartiers de classe moyenne inférieure. La maison était en pleine effervescence, quelqu'un arrivait, quelqu'un d'important. Des images de vidéosurveillance ont montré un véhicule blindé descendant la rue, ralentissant, tournant brusquement puis disparaissant sous le carport. Les officiers de la marine étaient prêts à lancer l'opération, mais devaient être sûrs qu'El Chapo était dans la maison. Un faux pas, un appel prématuré, pouvait effrayer ces hommes et compromettre des mois de travail. Sans l'effet de surprise, ils risquaient d'alerter le baron de la drogue, le poussant à se cacher, ou de provoquer une fusillade meurtrière. L'opération devait être rapide, chirurgicale et totalement inattendue. Le 8 janvier, les forces spéciales ont reçu une deuxième information, minime mais décisive. Peu après minuit, une taqueria a reçu une commande de 100 tacos, de quoi nourrir une petite armée. Peu après, une fourgonnette blindée blanche, comme celle qu'El Chapo aimait, est arrivée sur le parking. Des hommes armés sont sortis, signalant aux forces spéciales leur moment d'agir. Un informateur a alors appelé. La nouvelle a atteint l'équipe d'intervention de la marine mexicaine via la chaîne du renseignement. Ils étaient désormais sûrs que Guzman ou son bras droit étaient dans la planque. 3 heures du matin. Les squads de la marine se positionnaient. Les rues restaient calmes. Des drones surveillaient le ciel, détectant mouvements et signatures thermiques. En bas, des voitures blindées rôdaient dans les banlieues, stationnant au coin de rue et bloquant les issues. Au bout de la rue, des membres de la Delta Force et des officiers de la marine mexicaine répétaient des manœuvres tactiques dans une camionnette. Des marshals américains étaient dans une voiture voisine. Des agents de la CIA et de la Drug Enforcement Administration rôdaient autour. Les Américains n'intervenaient pas directement, mais guidaient, conseillaient et surveillaient, pendant que les forces spéciales mexicaines se préparaient à agir. Tout ce qu'ils avaient fait les avait menés à ce moment. 4h30 du matin. 17 marines mexicains se sont avancés accroupis vers l'entrée de la planque, longeant les murs des maisons voisines. Pour ne pas être repérés, ils se sont arrêtés sous les oliviers devant le portail. La maison, à l'intérieur, était silencieuse, aucun bruit. À l'exception d'une lumière blanche sur le patio, la maison était plongée dans l'obscurité, ses occupants cachés derrière les rideaux. 4h40, les marines ont reçu l'ordre d'entrée de force. Un bélier a violemment frappé le portail, déformant le métal. Toute l'opération s'est déroulée à travers une GoPro fixée sur le casque, enregistrant tout en temps réel. Les soldats ont envahi la cour en criant des ordres à leur entrée dans l'enceinte. Les hommes de main du cartel ont immédiatement ouvert le feu, déclenchant une rafale avant même que les Marines n'atteignent la porte. À l'intérieur, près d'une douzaine de tireurs attendèrent dans l'ombre. Le chef d'équipe des Marines a été touché immédiatement et a reculé en titubant. Les forces de la marine se sont repliées hors de la zone de tir, s'accroupissant près de la porte et mettant le blessé à l'abri sous la fenêtre. Des coups de feu éclataient de part et d'autre à travers la porte alors que les marines et les hommes de main du cartel échangèrent des rafales. Un commando de la marine a tiré à travers la fenêtre. Puis une grenade éclair et une grenade ont suivi. L'explosion a secoué la maison, projetant fumée et débris par la porte et la fenêtre. Après une onde de choc violente, les marines se sont regroupés puis précipités dans le couloir et le salon. Les lumières se sont allumées à leur entrée. À travers la brume, ils ont vu un membre du cartel mort, recroquevillé dans un coin. Les murs criblés de balles, le plâtre noirci jonchait le sol. Dans la cuisine, le réfrigérateur entrouvert, des œufs cassés et des boîtes écrasées jonchèrent le sol. Les marines se déployèrent au rez-de-chaussée, leurs lampes balayant les pièces. 4 gardes dans la chambre principale se sont aussitôt rendus, jetant leurs armes. D'autres commandos avancèrent vers l'escalier étroit derrière le hall, où plusieurs gardes du cartel défendirent le palier du 2e étage. Un homme armé a levé un lance-roquette, chargé vers les Marines, mais avant qu'il ne puisse appuyer sur la détente, il a été abattu par une rafale de tirs.
Les Marines ont pris d'assaut l'escalier jusqu'au 2e étage, où le salon du hall avait également été ravagé par la fusillade. 2 autres membres du cartel ont rapidement abandonné leurs armes. Les Marines ont également trouvé 2 femmes recroquevillées sur le sol de la salle de bain. Les Marines ont poussé les derniers membres du cartel jusqu'à la terrasse sur le toit. Les projecteurs des hélicoptères perçaient l'obscurité et illuminaient tout le pâté de maisons. Les hommes armés du cartel ont sauté sur les toits voisins, tirant avant d'être aussitôt fauchés par une pluie de balles. 2 autres ont tenté de résister près de la terrasse, mais ont été abattus presque aussitôt. Du sang a coulé sur les carreaux. Les Marines ont fait une ultime fouille de la maison. Le bâtiment était sécurisé. Les hommes armés survivants, en garde à vue. Mais aucune trace du lieutenant Del Chapo ni du chef du cartel. 5h30. Tandis que la marine fouillait matelas et plaçards pour trouver de la drogue, le seigneur Guzman et Gastelum étaient accroupis dans un tunnel d'égout à plusieurs pâtés de maisons. Ils avaient fui la maison au premier signe de l'assaut. Maintenant, ils avaient au moins 20 minutes d'avance sur l'équipe d'assaut. Retour à la maison. L'équipe de la marine a cherché des routes d'évasion. Ils savaient que le caïd ne verrait pas sa planque comme complète sans une pièce secrète ou une sortie de secours. Ils ont frappé les murs et déplacé les meubles, cherchant une porte cachée ou un son creux dans le plâtre. Puis, leur attention se porte sur un dressing. Derrière un miroir en pied se cachait une porte en acier, ouverte par une poignée secrète dissimulée dans un luminaire. Au-delà de la porte, un escalier descendait de plusieurs mètres vers un passage souterrain. Manœuvre typique d'El Chapo. Tunnel d'évasion renforcé, éclairé et ventilé. Le même type de tunnel que le cartel de Sinaloa avait utilisé pour aider Guzman à s'évader d'une prison de haute sécurité, et pour faire passer de la drogue à travers la frontière américano-mexicaine. Les Marines ont poursuivi El Chapo et Gastelum dans le tunnel. Le passage débouchait sur le réseau d'égouts de la ville, un labyrinthe étouffant de plafonds bas, de tuyaux sinueux et d'eau sale qui montaient. Quelque part dans l'obscurité se trouvait El Chapo. 6h30 du matin. L'équipe de la marine était à plus de 500 mètres dans le couloir humide quand ils ont réalisé qu'il pleuvait. L'eau montait, et le labyrinthe de canalisation s'étendait dans toutes les directions. Avancer signifiait perdre un temps précieux. Au lieu de cela, ils sont revenus à la maison pour élaborer une stratégie. Des hélicoptères survolaient les rues de Las Palmas, fouillant le quartier à la recherche du moindre signe indiquant que Guzman ou Gastelum étaient réapparus et tentèrent de s'échapper dans la nuit. Après 20 minutes de pluie, l'équipe de la marine a commencé à penser que les fugitifs s'étaient peut-être noyés dans les égouts. Les troupes ont investi le quartier, soulevant les plaques d'égout et explorant les tunnels à la recherche des fugitifs, vivants ou morts. 7h30. Le soleil d'hiver se levait sur Las Palmas. Les habitants, réveillés en zone de guerre, sortaient observer la scène. À la suite de l'opération, les rues étaient bouclées. Des marines montaient en la garde à l'entrée de la planque, pendant qu'une équipe de police scientifique fouillait la pièce et recueillait des échantillons. Les agents ont commencé à répertorier les armes saisies. Fusils calibre 50 lance-roquettes chargés, pistolets ornés de pierres précieuses et 2 voitures blindées. Les commandos, impatients, désespérèrent de trouver une piste. Les recherches autour de Las Palmas ont été élargies. Le quartier ratissé pour trouver El Chapo. Mais cela paraissait vain. Guzman aurait pu être n'importe où à ce stade. Après des mois de surveillance par satellite, drones et interceptions, tout menait à cette nuit. Et pourtant, l'ennemi public numéro 1 semble avoir de nouveau disparu. 8h30 du matin. Guzman et Gastelum étaient trempés et couverts de boue et d'eaux usées. Depuis le matin, ils se cachaient dans une section des égouts à 1 mile de la planque. Ils étaient debout dans une eau nauséabonde depuis des heures qui continuait de monter, sachant qu'ils pouvaient rester. Au-dessus, le grondement discret de la circulation. Le soleil brillait depuis plus d'1 heure. La ville était éveillée. 8h55. Une caméra de station-service a filmé 2 hommes, en maillot de corps blanc, sale, sortant d'une bouche d'égout. El Chapo et Gastelum avaient laissé leurs armes lourdes dans les égouts, mais restaient armés. Ils ont traversé la rue avec des pistolets, et ont forcé le conducteur d'une Volkswagen Jetta à sortir. Ce n'était pas la voiture idéale pour fuir, car ils allaient vite découvrir que la transmission patinait, le moteur calait, et la voiture s'arrêtait. Quelques secondes après, Guzman et Gastelum l'ont laissé près d'un garage, puis ont volé une Ford Focus rouge à un feu. La conductrice, jeune mère, a fui avec sa fille de 5 ans face aux fugitifs armés. Gastelum, conscient de la police, s'est inséré lentement dans la circulation. Il a respecté la vitesse et s'est arrêté 2 minutes au feu rouge. Au lieu d'aller au sud à Caliacan ou à l'est dans les montagnes, 2 refuges sûrs pour El Chapo. Les hommes ont pris la route 15 vers le nord, quittant Los Mochis. Ils espéraient sans doute quitter l'État discrètement et disparaître, ce qui était logique. Depuis son évasion d'Altiplano, Guzman avait déjà été traqué 2 fois.
Alors que la périphérie de Los Mochis laissait place aux terres agricoles, Guzman ressentit ce frisson familier d'avoir réussi. Il l'avait encore fait. Il avait échappé au filet, déjoué les autorités, embarrassé tous ceux qui le poursuivaient. Il désirait ce sentiment d'intouchabilité, ou du moins le croyait. La police fédérale a reçu 2 alertes de vol de voitures successifs à Los Mochis, comme les autres forces de l'ordre mexicaines. Ils ignoraient la cible de la descente ou le lien entre les événements. Toutes les unités ont été alertées au sujet d'une Ford Focus rouge volée, quittant la ville à environ 20 km de Los Mochis. La Ford s'est arrêtée au bord de l'autoroute. Peu après, une patrouille de police fédérale s'est arrêtée derrière eux pour inspecter le véhicule volé, ignorant qui étaient les occupants. Cela allait jouer pour eux. El Chapo a tenté de soudoyer les policiers pour sortir de garde à vue, sans succès. Offre habituelle de récompense et de protection. Quand cela a échoué, El Chapo a calmement dit « Vous allez tous mourir ». L'arrestation a vite circulé dans les réseaux policiers. La marine a appelé les officiers en quelques minutes, leur ordonnant de déplacer les suspects dans un hôtel à proximité et de tenir bon en attendant les renforts. Ils redoutaient un sauvetage du cartel et ne laisseraient pas leur cible s'échapper. Pas cette fois. 11h du matin. Entouré de soldats masqués, El Chapo a été escorté sous haute sécurité à l'aéroport, puis transporté à Mexico, où il a aussitôt été remis à la garde fédérale. 11h19. Le président Enrique Peña Nieto a annoncé sur Twitter « Nous l'avons ». 1 an plus tard, le Mexique a extradé le chef du cartel aux États-Unis pour y être jugé. Des décennies d'inondation des villes américaines par la drogue et la violence des gangs. En 2019, Joaquín Guzmán Loera a été condamné à la prison à vie plus 30 ans cette fois, dans une prison d'où personne ne s'évade. Maintenant, regardez toutes les façons incroyables dont El Chapo s'est évadé de prison pour voir comment il a réussi à passer entre les mailles du filet, ou cliquez plutôt sur cette vidéo.